Salut les cinéphages, c'est Merej, et aujourd'hui, on continue le cycle David Cronenberg en parlant d'un de ses films les plus personnels et les plus étranges. Il s'agit du Festin nu, l'adaptation du roman du même nom de William Burroughs. Alors qui c'est William Burroughs? Eh bien c'est tout simplement le créateur de la Beat Generation, qui est né de l'amitié entre trois hommes, Jack Kerouac, Allen Ginsberg et donc William Burroughs. William Burroughs, d'une certaine façon, qui est l'alter ego de David Cronenberg, mais version littérature. Et d'ailleurs, Cronenberg le dit, il dit, c'est un peu comme si on s'était mis dans le télépode de la mouche, lui et moi, et qu'on avait fusionné pour accoucher d'une œuvre commune. Et du coup, eh bien, le film est très duel, il est très scindé en deux, pour plusieurs raisons, mais on y reviendra. C'est assez passionnant. Et donc la Beat Generation, c'est un mouvement culturel qui devient le symbole de la liberté, de la contestation des valeurs bourgeoises, de la révolte face à la cupidité du monde. Bref, ça va devenir une sorte de vague protestataire comme ça qui va atteindre son apogée en 1969 lors du rassemblement de Woodstock et qui posera les bases de la culture moderne des années 70. Rien que ça. Alors, ils ont inventé énormément de choses, Voilà, c'était un courant comme ça extrêmement créatif. Ils voulaient remettre en question la forme, comment est-ce qu'on faisait. Ils voulaient devenir quelque part aussi libres que les joueurs de jazz comme ça, qui partent en free jazz et qui inventent au fur et à mesure. Et donc, ils ont passé leur temps à repousser les limites de la création littéraire en inventant de nouvelles techniques, comme par exemple le cut-up. Alors, qu'est-ce que c'est le cut-up? Eh bien, vous écrivez quelque chose, voilà, vous le découpez, vous le mettez dans le désordre et vous essayez comme ça de retrouver un petit peu ce que pouvait être l'esprit sous l'emprise des psychotropes. Ça peut être aussi prendre des textes qui existent déjà, des textes d'auteurs, et faire la même chose, ou carrément du plagiat. Bon, après, vous pouvez, voilà, prendre des textes qui existent déjà, rajouter des choses. Enfin, c'est vraiment s'amuser comme ça avec ce qui était en gros figé depuis des années. Eux, ils veulent tout exploser. Et quelque part, on y retrouve vraiment la mentalité de Cronenberg. Alors William Burroughs est considéré aujourd'hui comme l'un des écrivains les plus importants aux États-Unis, et lorsque le Festin nu sort, eh bien, c'est un véritable scandale. Alors déjà, il y a l'homosexualité qui est partout et qui ne passe pas du tout à l'époque puritaine où il sort. Et puis, il y a également ce mélange comme ça de poésie formelle très très subtile et puis de grossièreté, de gore. C'est plein de petites histoires comme ça qui s'enchaînent. Il y a énormément de choses complètement folles et énormément de détails. S'il fallait tout adapter, c'est foisonnant, on en a partout. Il faudrait, 500 millions de dollars. Et donc, à chaque fois que les studios essayent de développer une adaptation, ils se retrouvent dans l'incapacité de le faire. Ils doivent retrancher les choses, mais du coup, ils n'arrivent pas à faire quelque chose de cohérent. Et Cronenberg, lui, il prend le problème à l'envers. Plutôt que d'enlever des choses, il en rajoute. Il se dit, ok, le roman est inadaptable, je vais raconter finalement l'histoire de la création de ce roman. Effectivement, la vie de William Burroughs est complètement cinématographique. On pourrait même en faire une série. Il commence, je crois qu'il est détective, et il vit avec sa femme. C'est un homosexuel refoulé, il n'arrive pas à se l'admettre. Il est comme ça sous l'emprise de différents psychotropes, notamment l'héroïne. Et il va vivre un véritable enfer pendant 15 ans. Et à un moment donné, on ne sait pas trop pourquoi, d'ailleurs lui non plus, car il ne s'en souvient pas, il tue sa femme d'une balle dans la tête. Je crois qu'il joue à Guillaume Tell, comme ça, il met un truc sur la tête, poum, il lui colle une bastos dans le crâne. Et en fait, il va culpabiliser toute sa vie. Alors, il va fuir d'abord. Il va aller à Tanger, comme ça, il va essayer d'oublier un peu ce qu'il a fait. Mais ça va le pourrir, La drogue également, on va le pourrir. Il va rester des mois et des mois à regarder ses pieds comme ça, et à se regarder dépérir. Et puis, pendant toute cette période, il va écrire le Festin nu, roman qu'il ne se souvient pas avoir écrit. Voilà, c'est quand même un truc de fou. Et puis ensuite, après cette période, il va dire adieu à la drogue. Et d'ailleurs, il va être très très négatif avec elle. Pour lui, c'est pas du tout quelque chose de glamour. C'est pas du tout quelque chose qui, lui permettait d'être plus créatif. Pas du tout. Il dit qu'il a été beaucoup plus créatif après. Il dit que s'il ne s'était pas drogué, il aurait pu écrire beaucoup plus. Donc c'est pas quelqu'un qui est là en train de te dire ouais, la drogue c'est super, c'est pas du tout ça, c'est quelque chose qui l'a fait énormément souffrir et qui l'a poursuivi toute sa vie. Néanmoins, le Festin nu a été écrit à l'époque où il était toxicomane
et c'est donc l'adaptation de cette partie de sa vie. Mais du coup, qu'est-ce que ça raconte le festin nu? Eh bien, ça raconte l'histoire de William Burroughs, qui ici s'appelle William Lee. Il est interprété par Peter Weller, qui joue un aspirant écrivain qui gagne sa vie comme exterminateur de cafards. Il est sous l'effet d'une drogue, et un soir, par accident, il tue son épouse d'une balle dans la tête. Donc il est contraint de fuir dans ce qu'on appelle l'interzone, une ville comme ça, nord-africaine, on sait pas trop ce que c'est. D'ailleurs, c'est plus une ville fantasmée, une ville qui n'existe pas vraiment, une ville qui n'existe que sous l'effet de la drogue, une sorte de Tanger comme ça, mais version psychotropique. Je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, vous aurez compris l'idée. Et du coup, sur place, je vous passe les détails, mais il devient une sorte d'espion, et sa première mission, c'est d'espionner et de se rapprocher d'une femme qui ressemble comme deux gouttes d'eau à sa première femme, celle qu'il a tuée. D'ailleurs, c'est la même actrice qui joue le rôle. C'est très amusant d'ailleurs, puisque il nous refait le coup juste après dans Spider. Et Spider est un film vraiment qui ressemble énormément d'une certaine façon au Festin nu. C'est la version plus austère, plus réaliste. Mais ouais, les deux œuvres se répondent, un petit peu comme Vidéodrome et Existence. Et donc, il doit rédiger plusieurs rapports à sa hiérarchie. Il les rédige avec une machine à écrire qui va se transformer petit à petit en cafard géant, avec un anus au milieu, et qui va parler comme ça, avec un anus. D'ailleurs, dans le roman de Burroughs, il y a souvent des hommes qui parlent avec leur cul. Ça fait partie de l'univers. Donc, on est vraiment comme ça dans un truc de très absurde, très poétique, très grossier en même temps. Tout est mélangé. La frontière entre le réel et l'imaginaire est très très fine, tout se superpose, et du coup, on n'est pas dupe, on sait que ce que voit le personnage, ce n'est pas vrai, mais au bout d'un moment, pour faire le tri entre ce qui est vrai ou pas, c'est assez difficile, donc on doit lâcher prise et se laisser porter par une histoire complètement farfelue. Alors ce qu'il est très important de savoir, c'est que William Burroughs, il était là, tout le temps, à chaque étape de la création du projet, le scénario, le tournage, le montage, c'est vraiment un monstre à deux têtes, et d'une certaine façon, c'est une autobiographie de sa part, et une biographie, donc pour Cronenberg, mais une biographie complètement déjantée, complètement cronenbergienne, comme ça, qui est pas du tout pris au premier degré, qui est complètement poétique et farfelu, et ça donne un ovni, un objet filmique non identifié qui est vraiment passionnant, formellement qui est très très impressionnant. Ils n'ont pas pu tourner par exemple à Tanger, ils ont été obligés de reconstruire le tout en studio au Canada, et d'ailleurs ça se voit, et ça donne à la direction artistique de l'ensemble un côté onirique, un côté artificiel, comme si tout semblait sortir de l'esprit du protagoniste principal. Alors, comme d'habitude chez Cronenberg, il n'y a pas de jugement moraux sur les personnages. L'homosexualité, par exemple, qui a été tant décriée à l'époque du roman, elle n'est pas du tout expurgée dans le film, elle est bien présente, frontalement, parfois. On a le héros, par exemple, qui se réveille avec son amant, et puis on a des scènes comme ça, c'est pareil, comme le film joue sur le fantasme et la réalité, on a des scènes complètement hallucinantes où les gens sont à genoux, se mettent à sucer des monstres avec des sécrétions qui sortent, etc. Bref, c'est frontal, c'est pas du tout censuré, c'est du Cronenberg. Alors ce qui me pose quand même un tout petit problème dans le film, c'est toujours dû au fait que Cronenberg ne veuille pas juger moralement ses personnages, c'est la toxicomanie. Puisque on a l'impression comme ça que finalement c'est une expérience assez cool, d'une certaine façon assez plaisante, voilà, alors que comme je vous l'ai dit au départ, Burroughs lui-même dit c'était horrible, c'était un cauchemar, c'était un enfer, et je trouve que cet enfer, en dehors de 2-3 scènes où il sue un peu, où il a l'air pas bien, franchement c'est un peu expédié, et on sent que ça l'intéresse pas, et c'est un petit peu dommage. J'aurais aimé qu'on creuse un petit peu plus sur l'enfer, le manque, etc. Mais bon, c'est un détail. Alors pour conclure cette critique, je dirais qu'il s'agit probablement d'un des meilleurs films de Cronenberg, un chef-d'œuvre duel avec deux réalités, avec deux réalisateurs quelque part, avec même deux musiques différentes, puisque même s'il y a Howard Shore, son compositeur attitré, il a rajouté Ornette Coleman, un jazzman, qui là avec son saxo comme ça va jouer par-dessus la musique de Howard, et du coup ça va donner comme ça des sonorités extrêmement étranges,
Et on revient à ce que je vous disais au début de la critique, hein, voilà, cette volonté, un petit peu cette jalousie des joueurs de jazz d'arriver à créer comme ça, de faire de l'improvisation, c'est ce qu'ils voulaient un petit peu faire avec leur mouvement littéraire, comme ça, leur mouvement artistique. Et voilà, il s'est inspiré de tout ça, il s'est inspiré de la vie de William Burroughs, de ses envies, de ce qu'il a accompli dans sa vie. Il y a injecté ses propres obsessions, et on se retrouve face à un film absolument foisonnant, assez stupéfiant, assez déroutant, qu'il faut revoir. Alors celui-là, vraiment, plusieurs fois, parce qu'il y a tellement de détails partout que on pourrait en parler pendant des heures. J'espère que vous ne serez pas trop désarçonnés si vous ne l'avez pas vu, mais si c'est le cas, rassurez-vous, c'est normal. Et pour les autres, redonnez-lui une chance, même si vous l'avez pas aimé, parce que c'est vraiment, je pense, voilà, une œuvre majeure et qu'il faut digérer. C'est quelque chose qui se fait sur la longueur. Donc voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, j'espère que vous aurez appris quelques petites choses. Likez cette vidéo si elle vous a plu, délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires, comme d'habitude, pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!